Bonjour, est-ce que vous pourriez nous laisser chacun d'entre vous en évoquant un projet particulièrement réussi et en précisant l'axe de réussite? Est-ce que vous pourriez nous pointer des projets intéressants dans cet univers à aller voir, mis à part ceux qui ont été présentés précédemment? Qu'est-ce que vous considérez de réussite? Alors chez France Télévisions, Plus belle la vie. Pas forcément chez vous. Oui. On a tout réussi. Moi, dans le domaine du documentaire, un des projets que je trouve les plus réussis dans les mois récents, c'est Welcome to Pine Point, qui est une production de l'ONF du Canada, et qui est, enfin je ne vais pas le décrire, mais je vous laisse aller le voir, et qui pour moi est un des meilleurs exemples justement d'un engagement réussi par le biais d'une charge émotionnelle extrêmement puissante. C'est un documentaire très impliquant sur un retour à une ville qui a été la ville d'enfance de l'auteur et qui a été complètement démolie. Il ne reste plus aucune trace de cette ville qui est une ville minière. La mine s'est épuisée et il ne reste plus rien. Et c'est une réflexion sur le temps, sur le passé, sur l'identité que je trouve très, très puissante. Et dans le domaine de la fiction, je trouve que malgré toutes ces difficultés techniques et ces impossibilités parfois de fonctionner, le projet Altmind de Éric Viennot est probablement un des exemples les plus sophistiqués de récits fictionnels transmédia natifs, mêlant réalité et fiction. Le projet a eu beaucoup de difficultés parce que dans les délais qu'ils avaient et compte tenu de l'ambition était trop grosse par rapport au temps qu'ils avaient, et le projet s'est heurté à des difficultés purement techniques d'accès au site, d'accès aux différentes fonctionnalités. Mais d'un point de vue concept et d'un point de vue sophistication, c'est l'étape après The Spiral, par exemple, dont Oriane nous a parlé ce matin. C'est l'étape d'après, et c'est pour moi un des exemples de fiction les plus complexes. Alors moi, strictement au niveau transmédia, c'est un peu compliqué dans la mesure où c'est pas forcément ce vers quoi je vais chercher à tendre véritablement. Moi, ce qui va vraiment plus m'intéresser, c'est quand je vais sentir qu'il y a une véritable adhésion du public pour un personnage et qui va véritablement vouloir s'impliquer, s'engager, être actif, voilà. Et du coup, je trouve que effectivement l'expérience Plus belle la vie l'année dernière à ce titre était très intéressante, et moi elle m'a d'autant plus intéressée que Plus belle la vie c'est vraiment pour un public populaire. Et que finalement c'est quand même assez audacieux de tenter un ARG sur ce type de programme. Donc moi c'est effectivement une expérience qui m'a beaucoup plu. Braco aussi. Après sur les États-Unis, ce qui a pu être fait aux États-Unis là récemment, ce qui a été fait sur Walking Dead, je pense que c'est des choses qui sont quand même assez intéressantes, notamment au niveau justement de l'expérience second écran, puisque cette année sur la nouvelle saison il y a eu une expérience second écran. Et que pour traiter une expérience second écran autour de Clem, ça m'intéressait de voir quels étaient le type de sollicitations qui étaient imaginées pendant les soirées en question. Et puis après, si on revient à l'origine, je pense quand même que Lost, ça a été une belle aventure. Voilà. Et ensuite, c'est pas transmédia, mais le type de phénomènes qui peuvent être des vrais modèles à suivre, c'est des phénomènes comme Bref, où effectivement là aussi on a quand même une véritable magie qui s'opère à travers finalement une narration qui est extrêmement efficace en elle-même pour ce qu'elle est. Et moi effectivement sur les modèles, pour revenir à la première question qui avait été posée en termes d'interface, de technologie, etc., je ne suis pas du tout dans cette démarche-là, parce que nous finalement
en tout cas dans les propositions que je vais faire aux équipes, aux éditeurs de contenu, je vais plutôt être désireuse de proposer quelque chose qui est très simple, qui est plutôt de la vidéo et qui est plutôt relayé strictement par les réseaux sociaux, donc en fait se reposer sur des choses qui sont déjà existantes. Et bref, par rapport à ça, c'est un super concept parce qu'on a effectivement un concept très fort, un personnage très fort, des intrigues très fortes, et autour de ça, et ben forcément, on a un fil de motivation extrêmement fort pour pouvoir, en tant qu'internaute, vouloir le suivre, voir s'il y a d'autres vidéos qui existent, et puis s'il y a d'autres moyens de rentrer dans la fiction que la vidéo, simplement en l'observant, en échangeant, en marquant tout ce qui... voilà. Et typiquement là, dans ce cas-là, l'engagement s'est fait beaucoup par la parodie. L'engagement de l'audience, c'est fait par le mode parodie. Une réappropriation, ouais, c'est ça. Ça a échappé au producteur. Enfin, c'est parti. Oui. Voilà, alors il en a bénéficié et du coup on est dans un vrai cercle vertueux. Mais voilà, moi c'est pas des exemples stricto sensu transmédia qui vont peut-être effectivement m'interpeller, mais et puis après, si c'est pour faire de la veille et de ce qui s'est fait aussi, je citerai mon programme Clem, puisque j'en suis personnellement très fière en termes d'expérience transmédia. Voilà. Alors côté pur contenu web, globalement moi je trouve que les Canadiens sont extrêmement bons et ils ont vraiment une longueur d'avance sur nous, donc je vais pas reciter le programme, voilà, mais en gros globalement il faut aller voir tous les programmes de l'ONF parce qu'ils ont des choses assez extraordinaires. L'année dernière ils ont fait Code Barre avec Arte, après on aime ou on n'aime pas le propos, mais franchement c'était assez culotté. Ils ont aussi sorti l'année dernière un petit programme pour les enfants, enfin un dispositif interactif pour les enfants qui a été repris à la Gaieté Lyrique, qui était vraiment hyper poétique et vraiment fabuleux. Donc moi je regarde beaucoup ce que font les Canadiens. Bon, il faut dire qu'ils ont aussi un dispositif d'aide qui est extrêmement tourné vers l'interactif et le digital, donc ça peut aider aussi. Mais voilà, leur façon de raconter les histoires et la façon dont ils déroulent les dispositifs derrière, c'est vraiment bluffant. Ça c'était pour le pur web, et parfois même en accompagnement, parce qu'on va parler de transmédia aussi, mais c'est vrai que le transmédia, tu disais tout à l'heure déclinaison ou accompagnement, pour nous le transmédia c'est pas de la déclinaison et c'est pas de l'accompagnement, mais en accompagnement de programme, je salue la petite boutique des Hubo qui accompagne la diffusion de la série Real Humans sur Arte. Et sinon en transmédia, alors je vais donner un exemple qui est pas du tout nouveau, mais qui pour moi c'est vraiment, enfin ça a du sens parce que c'est comme ça que je suis arrivée dans le transmédia. Et en plus ça va être rigolo de finir par ça parce que pour une fois c'est un exemple transmédia qui est une success story et qui fonctionne. C'est l'histoire, la success story de Ankama, qui a développé il y a plus de 10 ans dans une cave, ils étaient 3, un jeu vidéo qui est aujourd'hui un jeu à succès qui s'appelle Dofus, et autour de Dofus en fait Dofus a été pensé comme un univers sur des millénaires, donc avec une multitude de castes et de personnages. C'est un univers tellement riche qui est vraiment à la base un univers transmédia, et donc il y a eu alors je ne vais pas dire de déclinaison, mais il y a en fait chaque pan de l'histoire est raconté autrement sur un différent support. Et alors eux ils ont carrément tout déroulé, la machine, il y a de la série télé, il y a 3 films en préparation, il y a de la BD, il y a des fanzines, il y a des web-séries, il y a des dispositifs interactifs sur le web, et tout ça a été super bien pensé dans un écosystème où chaque média se répond avec des passerelles qui renvoient de l'un vers l'autre. Donc ça, pour moi, c'est un exemple transmédia complètement incroyable, et en plus qui fonctionne parce que la machine à cache, je pense, est pas mauvaise. Donc ça veut dire que ça peut marcher. Mais à la base, un univers de narration extrêmement riche, hyper important. Oui, moi rapidement, dans le monde du web documentaire, en tout cas en France, il faut vraiment voir les web documentaires du Pian. Voilà, Gazas Derot, Prison Valley, le dernier Alma qui est sublime à regarder sur une... Enfin sublime, c'est pas le terme, totalement, mais par rapport à l'histoire, mais sur tablette. Enfin, si vous pouvez le télécharger, c'est gratuit, et c'est vraiment bien d'avoir cette expérience sur la tablette, parce qu'il a gardé un récit linéaire, totalement linéaire, et c'est juste en déplaçant sa main qu'on peut
aller voir un enrichissement en animation et ou en archive, une histoire assez forte. Voilà, qui est celle d'Alma, Upian. Juste, moi j'étais au FIGRA et on a remis 2 prix là récemment à 2 web documentaires qui, je trouve, ont aussi pas mal fait de progrès dans l'innovation de la façon de raconter l'histoire et dans l'application de l'audience. Le premier c'est Modern Couple, voilà, le Modern Couple sur Arte, qui a été diffusé sur Arte. Et puis un autre qui s'appelle Jour de vote, qui est vraiment assez, qui est d'ailleurs réalisé par des jeunes de la Fémis, là, mais qui est vraiment assez bien pensé dans la façon de s'immiscer dans une histoire tout en vision subjective et qui est une découverte d'un sujet qui n'est pas forcément le plus fun, mais qui est l'Assemblée nationale. C'est super bien. Voilà. Ensuite, moi je vous invite... France Télévisions Éducation, pardon, je cite les ombrelles. Ensuite, pour rebondir sur l'authenticité, moi je vous invite à regarder régulièrement des youtubeurs, et pas qu'en France, comme ça c'est intéressant de voir aux États-Unis, notamment sur des sujets éducatifs, pour quitter un peu l'univers du fun tout le temps, mais dans l'univers de l'éducatif, de cours de sciences, etc. Il y a des choses mais formidables, et qui sont formidables parce qu'elles se traduisent par énormément d'authenticité. Et le levier, en tout cas moi j'ai compris de YouTube, c'est que ce qui marche, c'est effectivement ce rapport entre je vous parle, parce que tu traduisais par cette notion de s'adresser à l'écran, etc., avec le plus d'authenticité possible. Comme disent les jeunes qui sont autour de moi quand j'en parle, je dis bah oui, forcément respect. Voilà. Donc une forme d'espèce de respect comme ça qui s'impose. Il y a une autre chose dont j'aimerais bien parler qui m'interpelle totalement, qui est l'envers de tout et qui revient à la base. Picasso disait que c'était à la fin de sa carrière qu'il avait, il avait eu l'impression de retrouver enfin son vrai dessin d'enfant. Hein. Et pourtant, tu sais qu'il avait quand même un peu fait évoluer le sujet. Et donc je vous dis ça parce que il y a des personnages, je ne sais pas si vous connaissez ça autour de vous, des personnages avec lesquels les petites filles mais aussi les petits garçons jouent en primaire, ce sont les pet shops, enfin les petits pet shops, l'espèce de petits tonneaux avec des grands yeux, enfin, c'est terrible. Et les enfants font quoi? En fait, ces petits personnages ont été créés et comme ils n'étaient pas encore devenus une licence, la série télé, ou en tout cas n'était pas encore arrivée, et bien les enfants se sont filmés pour retrouver ces histoires-là sur YouTube. Les enfants se sont filmés en train de jouer eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils posaient l'iPad ou la caméra devant, alors probablement un peu avec l'aide des parents, mais bon. Et donc les enfants dans leur univers jouaient leurs histoires en filmant leurs propres histoires et en demandant probablement aux parents de les poster sur YouTube. Et alors c'est assez marrant, allez voir le phénomène. Parce que si vous avez un enfant qui est comme ça, enfin moi je l'ai testé parce que j'ai découvert ça comme ça, c'est qu'à un moment donné, on entend parler, puis on y va, et puis on se retrouve avec un enfant sur la moquette, en train de jouer avec ses personnages et en train de se filmer, parce que lui-même est en train de filmer sa propre histoire. Voilà, et je trouve que c'est une jolie parabole, parce qu'on revient finalement à l'essence de ce qui est probablement la nature, le lien physique, l'émotion de base, qui après un grand détour digital va peut-être revenir. Alors, je ne sais pas si c'est ça que tu sens, mais bon voilà, en tout cas j'avais envie de raconter ça. Et dans la fiction, je suis assez d'accord, je pense que entre voilà, les exemples qu'on vous a donnés de Lost, voilà, de tout ce qu'on a essayé de faire, qui au final traduisent quand même cette relation qu'on a envie de créer avec les personnages, voilà, qui objectivement n'ont pas été ratés de tout ce qu'on a pu voir, parce que même si ce ne sont pas des grands succès d'audience, c'est objectivement, vous savez, dans les boîtes de marketing, on fait du marketing direct, vous êtes bien content quand il y a 1% des gens qui ont répondu à votre sollicitation, bah là on est probablement dans ces horizons-là de retour. Donc voilà, il n'y a pas de quoi être fier, mais il n'y a pas non plus de quoi se dire c'est une catastrophe totale, quoi. Bon, c'est plus difficile parce que j'arrive à la fin où tout le monde a cité les meilleurs exemples, c'est sympa. Non, il m'en reste 3, moi. Attends de voir. Alors moi je suis très du côté de la fiction, pas mal de choses qui sont aux États-Unis avec des... voilà, les séries sont devenues des vraies franchises, donc du coup elles ont une vraie vie, un vrai investissement et beaucoup d'argent et tant de ressources qui est mis là-dessus. Donc on a cité Lost, il y a Hawaii Five-O où ils faisaient des... on choisit, j'aime pas du tout le principe, mais bon... voilà, des fins avec si tout le monde pense que c'est lui le salaud, et ben c'est bien lui le salaud, et donc du coup c'est lui qu'on coffre à la fin. Donc avec voilà, tout le monde est amené à aller voter pour le salaud. Il y avait How I Met Your Mother aussi qui faisait des choses avec le personnage de Barney qui à chaque fois invente des sites, les sites existent vraiment. Donc là au niveau
de la sympathie qu'on peut retrouver pour le personnage, de se dire ah c'est génial, voilà, on est vraiment dedans, c'est un gros rendez-vous, donc ça marche très bien. J'avais aussi quelques exemples sur le jeu vidéo, parce que dans la transmédia, normalement, c'est pas que de l'audiovisuel, et donc Dofus, c'est un super exemple, parce que il y avait vraiment des interactions. Par exemple, dans un épisode, on avait une solution, et si on allait se connecter en ligne sur le jeu, le MMORPG, et ben hop, on avait bien cet item-là qui était planqué comme dans la série. Ça pendant un temps donné, donc si on n'avait pas vu l'épisode, walou, c'était foutu. Donc ils ont vraiment fait des choses pas mal. Et puis aussi, il y a tout ce qui se fait autour de la mise à disposition d'outils. Alors on prend le transmédia par le petit bout de la pincette, parce que c'est plus vraiment ça. Il y a des moteurs de jeux vidéo, comme le moteur source de Steam, je ne sais pas si vous voyez, Team Fortress, Half-Life, tout ça, qui ont mis à disposition ces outils-là, qui leur ont donné un petit côté plus user-friendly, et qui sont à la source de plein de films qui sont générés au fur et à mesure, et qui, voilà, c'est des contenus qui sont créés avec des personnages du jeu, dans la majorité des cas, et ça crée comme ça du contenu autour d'une marque forte. Et dans un côté plus déconne, il y avait ce qui s'était fait de façon très anarchique autour de la chute. Vous avez tous vu des tournements de la chute quand Hitler se met à gueuler, et on ne sait pas pourquoi, vu qu'il parle en allemand, et que personne parle allemand, et du coup à chaque fois c'était pour le retour de Burger King, le retour de machin, ainsi de suite. Et ça marche super bien. La production a coupé le truc parce qu'ils en avaient ras-le-bol qu'on leur pirate leur contenu. C'est revenu après, et n'empêche que je pense que beaucoup plus de gens ont vu ce passage-là de la chute que s'il n'y avait pas eu le petit site qui permet de faire ça. Et le dernier exemple, mais j'arrive pas à retrouver le nom, c'était un service qui justement amenait à la contribution et disait alors je ne rappelle plus tout le nom du service, mais c'était en gros, normalement s'il fait telle température dehors, il doit se passer ça dehors, et on invitait les gamins à aller vérifier avec un téléphone s'il y avait bien les événements qu'on avait demandé. Je ne sais pas si les escargots sont sortis, et du coup, voilà, on était vraiment moteur de contribution, et le jeu... L'opération, c'est autour ça s'appelle le Renouveau Printemps, et c'était une opération de contribution où chacun qui avait accès à 1 mètre carré de terrain devait aller observer l'apparition du printemps en mesurant le nombre de vers de terre qui apparaissaient dans le mètre carré, le nombre d'escargots. C'était il y a 2 ans. Ouais, c'était il y a 2 ans, et c'était une opération contributive scientifique pour mesurer, pour faire une cartographie des variations sur l'apparition des signes du printemps. Voilà, je trouve ça vraiment très bien, et un peu plus sur l'éducatif et même scientifique, contribution scientifique. Ouais, donc j'en ai 3 de plus, ça fera le total. Un en documentaire, donc on a parlé de la société Upian, effectivement, donc Alexandre Rachat a quand même été un des pionniers, enfin le pionnier même en web documentaire au niveau international. Il avait commencé avec La Cité des Mortes et surtout avec Thanatorama, qui est un excellent web documentaire qu'on peut toujours regarder. En fait, les 3 exemples que je cite ont la particularité de travailler sur les porosités entre le réel et la fiction, ce qui, moi, est quelque chose qui m'amuse beaucoup, et du coup, qui sont fortement immersifs. Donc, Thanatorama, c'est le cas. Il y a le dispositif transmédia d'accompagnement qui a été fait autour de la série True Blood pour HBO, qui était formidable et qui, de la même manière, répondait à la même logique, c'est-à-dire l'arrivée de vampires dans la société contemporaine, c'est-à-dire que les vampires venaient d'inventer... donc la série, le pitch de la série, c'est que les vampires ont inventé la manière de fabriquer du sang synthétique, et donc ils n'ont plus à attaquer les humains. Et donc ils vont pouvoir se mettre à participer à la société. Donc c'est l'arrivée des vampires dans la société. Tout ça avait été mis en scène, c'était assez riche de contenu. Et le 3e, c'est un exemple... Ils avaient même sorti pour l'opération la boisson. Et absolument, voilà. Donc ils étaient allés jusqu'à créer des artefacts, donc des produits issus de l'univers narratif qu'ils avaient distribués dans la vie réelle, pour toujours tisser ces ponts entre réel et fiction. Et le 3e exemple, qui est un exemple évidemment, qui est un cas d'école pour tout le monde sur ce secteur particulier, qui est The Truth About Marika, qui avait été fait par la télévision suédoise et qui était formidable. Alors là, du coup, ce qui avait la particularité, la chaîne SVT en Suède avait joué le jeu
de la confusion entre le réel et le virtuel, ce qui fait que la propagation de l'univers narratif avait été formidable. Bon, il s'est avéré qu'après, des études de sociologie ont montré qu'il y avait eu aussi une forte déception par rapport à cette confusion. Et en tout cas, l'efficacité du programme et sa cohérence globale étaient très impressionnantes. Voilà. Je souhaitais rebondir sur la question qui a été posée tout à l'heure concernant l'aspect technologique, mais également ouvrir sur une question pour vous, les différents intervenants. Nous, par rapport à un retour d'expérience qu'on est en train de faire sur Humington 2075, donc par rapport aux plateformes, on travaille sans entrer dans la technique, mais on travaille sur des segmentations de plateformes, c'est-à-dire des plateformes qui sont à construire, des plateformes qu'on peut déjà utiliser, donc des services existants, et après des environnements en réel. Et par rapport aux plateformes à construire, aujourd'hui, nous, on est dans une réflexion hybride. C'est-à-dire que, d'une part, internaliser des compétences en termes de développement, mais d'autre part, à l'image de, pour moi, qui est une grosse référence de Daybreak 2012, qui est un projet transmédia qui a été financé par AT&T et développé par Ridley Scott, si vous allez encore en ligne sur la plateforme, c'est cette relation avec les marques. C'est le brand content, et c'est là ma question aussi à vous tous, c'est est-ce que vous avez réfléchi, est-ce que vous entrez dans des réflexions de marque, et pas forcément seulement de marque par du financement, mais nous on est en train de travailler sur l'apport en industrie de marque, l'apport aux compétences de marque pour aller développer des plateformes qui vont finalement nous coûter rien. Moi je veux bien répondre à ça, parce que je sors d'une expérience par rapport à ça. J'étais très fanatique, je me suis beaucoup intéressé aux possibilités nouvelles ouvertes par ce que les Anglais appellent la communication discrète, c'est-à-dire la manière dont dans le branding, la marque n'apparaît pas et elle trouve son retour sur investissement par des biais parallèles. Et j'ai vécu 9 mois de négociations avec une très grosse marque, je ne peux pas citer laquelle, mais vraiment une très grosse marque pour un projet sur lequel je suis en train de travailler et qui, après plein d'espoir que ça marche à une hauteur financière significative, n'a pas abouti, a échoué. Ça a été évidemment une déception parce que c'était une part du financement important du projet. Mais je me suis rendu compte dans le processus, et c'était une marque qui est une marque intelligente, qui est connue pour sa communication discrète, justement. Et je me suis rendu compte que, en fait, c'était une très bonne chose que ça n'ait pas marché. Pourquoi ? Parce que, compte tenu de l'intelligence et de l'efficacité des internautes sur quel que soit le contenu, à discerner les liens, à trouver les ramifications, etc., le lien avec une marque est systématiquement trouvable et identifiable. Et à partir du moment où, surtout dans le domaine de la fiction, vous êtes identifié, même de manière lointaine et périphérique à une marque, vous tuez complètement votre contenu. Parce que votre contenu devient une pub. Même si c'est de manière indirecte. Ce qui fait que je suis, en tout cas en ce moment, de tout ça, ça change, ça évolue très vite. Moi, je suis complètement revenu des stratégies les plus fines de branding. Je pense qu'elles créent une véritable confusion parce que l'internaute, et toujours pour la raison qu'on évoquait tout à l'heure d'authenticité, de recherche d'authenticité et d'intégrité, est terriblement allergique à la publicité sur Internet. Et si on veut du contenu pur et si on veut une expérience authentique, elle ne peut pas être associée, même de manière périphérique et lointaine, à la moindre idée de publicité. Et je trouve que c'est à manipuler de manière extrêmement délicate. Sinon, on tombe dans la logique de publicité qui est en train d'apparaître dans le transmédia, qui fait partie du processus de maturation, auquel moi, personnellement, je suis totalement allergique. Et je recherche des projets, des contenus purs, parce que, justement, la contamination de l'univers du transmédia par la publicité est sans doute une nécessité économique. Elle est le signe de la maturation progressive du milieu, mais de la même manière que la publicité a totalement contaminé le contenu à la télévision, le contenu transmédia, regardez ce qui se passe avec Twitter. Twitter est en train de se faire contaminer par la publicité. Et donc les utilisateurs de Twitter vont migrer, vont aller ailleurs, parce que c'est un repoussoir. C'est un phénomène de maturation qui s'intègre progressivement à un média qui est en croissance,
Mais la pureté de ce qu'on recherche n'est pas compatible. Donc le branding est quelque chose à manipuler de manière très 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 précautionneuse, pour moi. Voilà, alors on me signale qu'on ferme les portes dans pas longtemps. Alors on prend une dernière question. C'est juste pour rebondir justement sur ce point de vue. Donc comment financer contenu là sans l'apport des marques et sans l'apport de la publicité? Pour moi, de la même manière que je disais que... De la même manière que je disais que, pour moi, hein, je n'ai pas du tout la prétention de dire, je fais part de ma réflexion et de mon expérience en ce moment. Pour moi, les deux enjeux les plus passionnants actuellement, le premier, c'est l'engagement, celui dont on parle, et le déclenchement de l'engagement, et le deuxième, c'est la monétisation. Et que ce n'est pas pareil de réfléchir à la monétisation d'un projet que de réfléchir à son branding. C'est vraiment des logiques très différentes. Je vous donne juste l'exemple de la réflexion qu'on mène en ce moment sur Cinema City. On s'est rendu compte du potentiel du projet et de la possibilité du pari qu'on fait de financer la pérennisation du projet par la vente de format. C'est pas la même manière de vendre le format que de le brander. Donc la réflexion sur comment arriver à monétiser, vous parliez de l'exemple d'Ankama. Ankama est un parfait exemple de monétisation d'un projet qui a réussi à la fois trouver un succès commercial colossal et garder sa pureté de nature. Ça, c'est un exemple de monétisation réussie. Et pour moi, l'enjeu aujourd'hui de la pérennisation et de la maturation du transmédia, elle passe par la confrontation absolue avec les possibilités de monétiser. Voilà, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Michel, Caroline, Voyelle, Claire et Gabriel. Et merci à vous tous.